Ils ont garé le bus devant le but. Pourtant, on a réussi à marquer. Petit éloge du métier insensé de coach. Le podcast de foot qui revient sur la carrière d'entraîneurs légendaires et de leurs matchs mythiques. Bienvenue sur le banc du coach, que vous soyez entraîneur ou pas, plus qu'une leçon de foot, on vous raconte une leçon de vie. Et avant de lancer ce nouveau portrait d'entraîneur mythique, je rappelle Lionel que tu es l'auteur du livre « Ils ont garé le bus devant le but, pourtant on a réussi à marquer », Tout à fait. publié chez ESF Sciences Humaines. Et aujourd'hui, retour en France. La semaine dernière, tu nous parlais de l'étonnant Marcelo Bielsa, El Loco. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'un tout autre caractère, d'autres méthodes, avec des résultats mondialement reconnus. À toi l'honneur, Lionel, je te laisse le présenter. Aimé Jacquet, la prudence et la gagne. Alors ce cher Aimé Jacquet, bien avant la victoire de la France en 98, tout commence par une date. Exactement, le 17 décembre 93. Aimé Jacquet est nommé sélectionneur à la tête de l'équipe de France. Aimé Jacquet, l'homme tranquille, succède à Gérard Houllier à la tête de l'équipe de France. Le natif de Seille-sur-Couzeau, dans les monts du Forêt, qu'on a si souvent montré du doigt à cause de son accent des monts du Forêt, prend la tête de l'équipe de France. Et il prend la tête de l'équipe de France dans des conditions extrêmement difficiles. La France, à l'époque, est en difficulté sur le plan international, n'arrive pas à avoir véritablement des résultats. Il succède malencontreusement à l'échec de Michel Platini à la tête de l'équipe de France, sur lequel évidemment beaucoup d'espoir étaient portés. Et à ce moment, quand il prend la tête de l'équipe de France, eh bien, il s'impose avec son réalisme à lui, avec sa mentalité particulière, fondée sur les résultats, fondée sur le travail, fondée sur la cohérence, fondée sur le sacrifice, fondée sur des valeurs qui sont, là aussi il faut les resituer dans l'époque, pas tout à fait dans l'air du temps. C'est-à-dire ? Ce sont les années tapis, ce sont les années de l'ambition, ce sont les années dans lesquelles on met en avant un certain nombre de talents, de savoir-faire, un côté people. Lui, il n'est pas du tout. Et très très tôt, il va être pris en grippe par les médias. Et le discours qu'il tient, évidemment, n'arrange rien. Parce que le discours qu'il tient, c'est un discours très professionnel, très sérieux. On pourrait presque dire un petit peu vieux jeu, quelque part. Aimé Jacquet, c'est un homme, c'est un garçon qui, dans le rapport aux autres, est dans une certaine distance. Il n'est pas dans la proximité, il n'est pas de contact très facile. Il a des valeurs, il repose sur le travail. Il dit souvent, c'est un terrien. Donc il n'est pas dans l'air du temps. Donc il est pris en grippe, ce qui veut dire que très très tôt, il va falloir qu'il ait des résultats. Parce que dans ce métier, dans cet univers, les résultats, c'est ce qui donne raison très souvent. Et lui, peut-être, l'a répété de trop. Chercher à avoir des résultats pour gagner et pour avoir raison. Sous-entendu, et c'est là qu'il y a un problème, c'est que la manière, c'est pas forcément, à la différence d'Albert Batteux par exemple, c'est pas forcément sa priorité. Lui, il dit... Ce qui compte, c'est le résultat. C'est pas forcément la manière. Et ça va le poursuivre. Parce que, évidemment, au premier échec rencontré, encore une fois, là, il se prend les médias et l'opinion publique sur le dos. Puisque c'est lui-même qui a dit que ce qui compte, c'est les résultats. Autrement dit, avec son discours, avec cette valeur accordée aux résultats, il crée lui-même son problème. C'est que si jamais il y a échec, eh bien il sera plus que montré du doigt, mais simplement on lui montrera la porte de sortie. Ah oui, c'est une ambiance de travail très particulière. Et étonnamment, dans cette période difficile pour l'équipe de France, il réussit quand même entre 93 et 96, l'Euro à Londres, à avoir 28 succès. Un parcours d'éliminatoire, un parcours de matchs amicaux absolument remarquable. Et malgré ces 28 succès, et malgré un échec en demi-finale à l'Euro, à Londres, où la France est battue d'ailleurs au pénalty, les médias sont sur lui, et c'est cette espèce de lynchage médiatique qui va s'aggraver de 96 à 98. Mais alors comment il tient psychologiquement ? Il lui faut une grande force intérieure, et Aimé Jacquet l'a cette force intérieure. Même si, en apparence, c'est un homme qui a l'air torturé, qui a l'air un peu autoritaire, rigide. Je me souviens de conversations avec lui à Clairefontaine où il me disait, et ça me surprenait d'ailleurs, « Je doute tout le temps, tu sais. Je doute tout le temps. Mais je le montre pas.
mais il ne faut pas le montrer. Ça, c'est tout le paradoxe et toute l'anomalie un petit peu de la personnalité de Jacquet. Oui, je doute. Oui, j'ai des convictions, mais j'ai pas de certitude. Mais je le montre pas. C'est un homme qui n'a pas l'aura, le charisme d'un Albert Batteux, par exemple, mais qui doit se faire mal. Il doit se faire souffrance. Et une conférence de presse, pour lui, c'est quasiment une torture, en quelque sorte. En revanche, et ça c'est heureux, et je crois qu'il n'aurait pas eu la carrière et la réussite qu'il a eu derrière si ça n'avait pas été le cas, on a sous-estimé, et notamment la presse, que la qualité de son discours avec les joueurs était très bonne, et revendiquée et valorisée par les joueurs qui en ont parlé. Très souvent, des joueurs ont dit « Aimé, il sait nous parler ». Donc il n'était pas bon dans les médias, pas bon dans la communication publique, mais avec les joueurs, il préparait. Et moi, il me l'a confirmé plusieurs fois à Clairefontaine. Il disait la presse, je m'en fous. Et je lui disais toujours, si tu penses ça, c'est foutu, tu n'y arriveras jamais, parce que si tu dis que tu t'en fous, tu n'arriveras jamais à être bon. Mais il disait, je mets tous mes efforts sur les causeries, sur les relations avec les joueurs, sur les réunions que je fais en interne. Alors d'accord, juste avant, on repart en arrière. Et avant d'être entraîneur, quelle carrière de joueur il a eu, Aimé Jacquet ? Très jeune, à 17 ans, il a été repéré par les Stéphanois. Il est venu au centre de formation, on appelait ça apprenti à l'époque. Il est venu avec les Verts, alors des grands personnages comme Jean Snella. Il a côtoyé des futurs stars comme Robert Herbin, qui étaient déjà d'ailleurs des joueurs reconnus, comme Rachid Bekoufi par exemple. Il a côtoyé ces joueurs-là. Et un jour, bénéficiant d'une cascade de blessures, semble-t-il, il a eu une place en équipe première et il a joué en professionnel à 17 ans. Un match de championnat à 17 ans. Pour la première fois de sa vie, alors qu'il était encore apprenti. Donc il faisait partie du centre de formation. Et donc, pour un jeune joueur, le premier match en professionnel, quand on a 17 ans dans une équipe comme Saint-Étienne, comme les Verts, c'est pas n'importe quoi, évidemment. Et le pauvre Aimé Jacquet, qui était un joueur très longiligne, très laborieux, très méthodique, très sérieux, très prudent dans tous ses comportements, mais qui quelque part peut-être donnait quand même confiance, apportait de la confiance. Il était au milieu du terrain, arrière-milieu défensif. Il a raté son match. Il a complètement raté son match, son premier match. Et qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il s'est fait descendre dans la presse par un journaliste local qui l'a détruit, en disant le jeune là, longiligne, machin, etc., catastrophique, c'est nul, etc. Et de ce jour-là, c'est à psychanalyser, de ce jour-là, il s'est dit, à cause d'un journaliste, j'aurais pu ne pas être footballeur professionnel, parce que je me suis fait détruire, à cause de ça. Et ça, il l'a traîné toute sa vie. Il l'a traîné toute sa vie en se disant, tu te rends compte le mal qu'ils peuvent faire. C'était mon premier match, c'est vrai qu'il le dit, c'est vrai qu'il n'était pas bon, il a raté son match, ça c'est vrai, il l'a raté. Mais il s'est fait descendre alors à travers un petit article local, ils n'ont pas fait 3 pages sur lui, mais 5-6 lignes épouvantables sur Aimé Jacquet. Et ça l'a marqué, ça l'a gravé. Il en parle uniquement en privé de cet exemple-là, mais ça c'est du vécu véritablement qui laisse des traces chez un jeune de 17 ans. Donc, il a mis son mouchoir par-dessus, il a mis pas mal de temps à retourner dans l'équipe première. Progressivement, il s'est imposé. Il a eu une petite carrière de joueur, mais quand même, il a été champion de France avec les Verts et il a eu 2 sélections en équipe nationale, donc il n'a pas derrière lui une très grande carrière. Il a une carrière de joueur professionnel. Et donc, le mot professionnel, ça aussi c'est intéressant, dans la bouche d'Aimé Jacquet, quand il dit « il faut être professionnel », pour lui, ça veut dire rigueur, ça veut dire méthode, ça veut dire sérieux, ça veut dire valeur, ça veut dire respect. C'est fondamental. Ce professionnalisme, il faut être un pro. Donc, beaucoup de respect pour le métier, beaucoup de respect pour le travail, beaucoup de sacrifices aussi pour arriver à un certain niveau. Et c'est parce qu'il a fait des efforts qu'il a réussi à avoir sa place quand même dans la grande équipe des Verts de l'époque. Donc, les autres années, il est devenu un titulaire. Pour être sélectionné dans l'équipe de France 2 fois, c'est qu'il a quand même eu une certaine réussite. Mais il savait très bien ses limites. Un peu à la façon aussi de Didier Deschamps, qui a remporté plus de titres, mais qui, comme lui également, était un joueur de devoir, un joueur laborieux, très méthodique, très scrupuleux, très professionnel, très exigeant. Donc, il se concentre sur la qualité des relations avec ses joueurs, mais il sait évidemment qu'il est attendu au tournant par la presse, par l'opinion publique en 98. Alors, pour 98, la Coupe du Monde en France, là aussi, c'était un événement majeur. Ça faisait très longtemps, des dizaines d'années que la Coupe du Monde n'avait pas eu lieu en France. Donc, il était attendu.
Il est évident que le pays organisateur, qui avait été qualifié d'office d'ailleurs, c'est pourquoi il a eu toujours une ribambelle de matchs amicaux et il faisait des essais. La presse disait c'est incohérent et lui disait si j'ai des essais à faire, c'est maintenant qu'il faut les faire, c'est pas après. Donc on l'accusait de changer sans arrêt l'équipe, on l'accusait de ne pas avoir de style de jeu parce qu'effectivement il expérimentait des choses. Et donc il tentait de se justifier, mais j'aurais tendance à dire que plus il tentait de se justifier, plus il s'enfonçait quelque part. Et il le disait en privé, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Qu'est-ce qu'il faut que je leur montre pour savoir que le football, je connais ? Alors c'est vrai qu'il n'a pas la maestria, il n'a pas le charisme, il n'a pas le style, il n'est pas people. Or, ce sont des années people, ça, typiquement. Ce sont les années tapis, ce sont les années où la télévision commence à s'intéresser aux à côté du football. On ne filme pas que les matchs, on s'intéresse aux joueurs, on s'intéresse au milieu. Et donc, dans ce milieu-là, il n'est pas très à l'aise, Aimé Jacquet. Alors le fait de se retrouver à la tête de l'équipe de France, à la limite, le met un petit peu en marge du football business du championnat. Et là, il retrouve un destin national, une dimension nationale qui lui convient bien parce qu'il y a des valeurs de respect, de patrie, de travail, etc. Il m'a dit qu'il avait lu 5 fois les mémoires du général de Gaulle. C'est côté patriotique chez Aimé Jacquet. Lui, quand il chante la Marseillaise, il sait ce que ça veut dire. Donc il a ce côté très attaché à la France, très attaché au pays, très attaché à la valeur que ça a de porter le maillot bleu. Et ça, il saura le communiquer à ses joueurs. Il saura, lui, vraiment leur inculquer ces valeurs que être dans l'équipe de France, c'est autre chose, en quelque sorte. Donc il prend la tête de l'équipe de France et à la tête de l'équipe de France, alors il va dérouler tout son savoir-faire. L'adaptation, c'est pas trop son truc à Aimé Jacquet. Il connaît ses valeurs, il connaît ses principes. Donc, le réalisme défensif, pas de précipitation, on travaille, on est méthodique. Il répétait dans la coulisse invariablement « j'ai tout préparé ». On a tout préparé, systématiquement. Il est aussi intéressant sur ce plan-là parce que, par exemple, il a accordé une place considérable aux médecins de l'équipe de France. Il sait que l'équipe des kinés, l'équipe des masseurs, l'équipe des médecins, c'est des gens qui jouent un rôle tout à fait considérable. Il l'avait expérimenté déjà à Bordeaux, ça. Donc il a le souci déjà d'optimiser. C'est un mot-clé pour lui. Chercher à faire le meilleur avec ce que l'on a. Être le meilleur. Mais lui, c'est pas par le panache, c'est par le travail. Essentiellement par le travail. Il juge les joueurs beaucoup à travers leur mentalité, ce qu'ils savent faire évidemment, mais le travail. Par exemple, il n'a pas pris Eric Cantona dans l'équipe de France. Il ne l'a pas pris. Et pourquoi il ne l'a pas pris ? Parce qu'il le connaît. Parce que c'est un écho très fort. Et en privé, il l'a dit, moi je sais pas gérer ça. Moi je sais pas faire avec lui. Sous-entendu, ça va mal se passer avec lui. Parce que Aimé, qui était assez rigide, assez autoritaire, c'est un homme qui n'a pas peur du conflit. Quand il le disait, il faisait toujours ça avec sa main, d'ailleurs, verticalement, là. Quand ça va pas, Moi, je dis les choses. Je prends pas de gants pour les dire. Il prépare cette fameuse équipe de France et quand il arrive à Clairefontaine, en 98, il a fait partie du dernier carré à Londres avec l'équipe de France. La presse est contre lui, on continue à le vilipender en disant il n'y a pas de style de jeu, il change tout le temps, on ne sait pas ce qui va se passer. Enfin, il y a une espèce d'anxiété terrible dans le pays à cette époque-là, en se disant on a organisé la Coupe du Monde, mais clairement, on va avoir l'air de con, on ne va pas y arriver. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il a préparé l'équipe de France. Donc c'est dur, évidemment, très très dur, un contexte pas du tout porteur, mais dont il a su intelligemment se servir, parce qu'il est terrien, parce qu'il est quand même malin quelque part, et il s'en est servi vis-à-vis des joueurs, en leur disant « ils n'ont pas confiance en nous ». On peut leur montrer quelque chose, c'est à nous de ne pas nous laisser faire. Donc il a retourné la situation avec les joueurs en sa faveur. Mais il n'en disait rien à la presse. Il continuait à être mauvais. Moi, je me rappelle, j'avais causé avec lui à l'époque, puisque je travaillais sur la communication à Clairefontaine avec d'autres entraîneurs, en lui disant, on peut quand même un peu améliorer les choses dans les conférences, etc. Il ne voulait pas. Il a continué à rater ses conférences de presse, à emmerder les journalistes, une catastrophe. Mais, et ça, on l'a senti de l'intérieur, la qualité de son discours, sa manière d'imprimer les joueurs augmentait de plus en plus. Paradoxalement, à mesure qu'il avait une très mauvaise image dans l'opinion publique, avec les joueurs, ça marchait bien. La mayonnaise prenait. Et finalement, c'est sûrement ça le plus important. C'est un homme de confiance, Jacquet. Il les protégeait, il les surprotégeait. Au passage, d'ailleurs, c'était très clair, l'équipe de France et les joueurs, individuellement, étaient assez tranquilles puisque la presse était focalisée sur lui. En psychologie, on connaît très bien cette posture du bouc émissaire. Paradoxalement, sans l'avoir fait volontairement, il protégeait ses joueurs, en quelque sorte. Puisque c'est lui qui subissait toutes les attaques. Sauf qu'aujourd'hui,
à des jeunes entraîneurs en 2020 à Clairefontaine quand on les forme, on leur explique ce que c'est qu'une psychologie de l'engagement. Parce que la première phrase, lors du rassemblement, 6 semaines avant la Coupe du Monde, devant les 23 joueurs devant lui, la phrase qu'a prononcée Aimé Jacquet pour les accueillir, ça a été « Nous serons champions du monde ». Et les mecs qui sont là, à l'époque, c'est des Zidane, comme il disait, c'est des types qui gagnent 20 fois ce que je gagne. Il n'y a que dans le foot que c'est comme ça. Le coach qui gagne 20 fois moins que son employé. Il faut oser le dire. Ouais, c'est vrai. Et là, ça change tout. Là, les mecs, ils se disent « Waouh, attention, dans quoi on s'embarque ?» Et ça, je tiens à ce mot-là, il a su les embarquer. Et ça a bien tourné. L'opinion publique, évidemment, qui n'est pas avare de ce genre de retournement de Kazakh, progressivement, en voyant les résultats s'améliorer, évidemment, dans un premier temps, a arrêté de critiquer, puis dans un deuxième temps, s'est mise à encourager. Et le virage, il s'est à peu près produit quand on a sorti l'Italie en quart de finale, où là, sortant l'Italie en quart de finale, qui était incontestablement un des pays favoris, là, ça a changé la donne. Alors, il l'a retourné, magie du football, sur un coup de chance, puisque l'Italie rate un penalty, un ballon pute sur la barre, la balistique a été étudiée à 30 degrés près, il rentrait dedans, sauf qu'il est sorti, et nous, on a marqué notre penalty derrière, et on était qualifiés en demi-finale. Demi-finale, je remets dans le contexte, le 8 juillet 1998, qui les oppose à un tout petit pays. C'est le fameux France-Croatie, au Stade de France. Première mi-temps contre la Croatie, la France joue très mal. Très, très mal. Vraiment très mal. Ça arrive, c'est le football, ça. Toute l'équipe rate. Aimé Jacquet rentre au vestiaire et elle restera l'icône du football français, un événement majeur, la gueulante qui l'a poussée dans le vestiaire. Alors il raconte après coup qu'il regardait le match sur son banc et il dit c'est 5 minutes avant la fin de la mi-temps que ça m'a monté à la tête. Je me suis dit qu'est-ce que je fais ? Ou je les protège, ou je les rassure, ou je les mets en confiance, ou je leur rentre dedans. Et il dit que quand il est rentré dans le tunnel, il ne savait pas encore si c'était l'un ou l'autre qu'il allait faire. Et quand il est rentré dans le vestiaire, il a fait son choix sans que ce soit un choix. Il a poussé une soufflante mémorable. Les murs ont tremblé, et de façon très très dure. Il leur a dit qu'ils étaient tous minables, qu'ils ne se bougeaient pas, que si ça continuait comme ça, c'était garanti qu'ils perdraient. Et il les a littéralement détruits en l'espace de 3 à 4 minutes. On monte à 2 à l'heure. Quand on a le ballon, on monte à 2 à l'heure. Aucune chance. Mais aucune chance, les gars. Pas difficile. Alors, où on réagit et on y va, parce qu'il y a une finale au bout, ou vous laissez tomber, et vous attendez. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de qui? Peur? Mais vous allez perdre, les gars. Je vous le dis, vous allez perdre, vous n'avez pas de souci à vous faire. Un discours qui, si jamais, et il le dit après, j'ai peut-être tapé un peu fort, si jamais la France avait perdu, on aurait dit, et c'est à cause de Jacquet, il est fou. Il les a cassés, il les a détruits à la mi-temps. Au lieu de leur donner confiance, mais ça c'est Aimé Jacquet, ils étaient 0-0, mais ça allait pas. Parce que lui, ce qu'il voit, c'est pas le panache, lui, c'est qu'ils jouent pas, ils se donnent pas, ils étaient timorés, ils étaient pas dedans, comme ça arrive dans une équipe, ça. Donc il les a véritablement détruits ce jour-là, de façon très 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 dure. C'est Deschamps qui a repris la parole, son capitaine derrière, pour calmer un peu le jeu d'ailleurs, et ils sont rentrés sur le terrain. Et à la 46e minute, la Croatie a marqué un but. Là, Jacquet, dans sa tête, t'imagines ce qui se passe sur son banc. On a été nuls en première mi-temps, je les ai détruits à la mi-temps, et boum, on perd maintenant 1-0. Oui, je peux imaginer la situation. C'est terrible. Et là, dans sa tête, il se dit, c'est foutu. C'est-à-dire, le monde s'écroule. Je me suis raté. Je suis passé complètement à côté avec le choix que j'ai fait de cet autoritarisme dont il est capable parfois, très très dur, qui fait pas la part des choses. Jacquet n'est pas un homme de compromis, c'est blanc ou c'est noir. Et magie du football. Ce sont les 2 fameux buts de Thuram, les seuls qu'il aura marqués dans sa carrière, en tant qu'arrière. 2-1 pour la France, on est qualifié en finale. Là, à la fin, on voit Aimé Jacquet pleurer. Dans le même match, il est passé dans sa tête de la culpabilité maximum. Je me suis trompé. Et finalement, tout ce qui a été dit sur moi depuis 3-4 ans, malheureusement, ça va se confirmer que c'est vrai. Ils vont en profiter, ils vont dire qu'ils avaient raison. Donc je perds tout. Et en plus, je les ai accablés. Et comme rien, évidemment, ne reste secret, sa causerie à la mi-temps, forcément, elle a été filmée en plus. On la voit dans Les Yeux dans les Bleus, dans le film Les Yeux dans les Bleus, comme elle a été filmée. Ils savaient très bien qu'il y avait un témoignage.
Et donc là, on a vu des larmes sur son visage, on l'a vu dans une joie indescriptible, presque plus forte que lors de la finale d'ailleurs, après le match. Parce que là, une fois qu'il était en finale, bon, même s'il avait perdu, il aurait été adoubé de toute façon, puisque l'opinion publique avait déjà basculé en sa faveur. Donc la France est dans une euphorie inimaginable, là, en les 3 jours qui précèdent la finale de la Coupe du Monde. Et là, c'est le fameux France-Brésil. Fameux France-Brésil dans lequel sa causerie du matin à Clairefontaine aussi est restée un grand moment de communication. Il a su leur faire comprendre que tout ce qu'ils avaient fait était mérité. Ils avaient devant eux le match de leur vie, maintenant c'était à eux de le faire. C'était à eux de s'investir dedans. Et là, il l'a joué, paradoxalement presque à la Albert Batteux, c'est-à-dire il leur dit « maintenant c'est votre match ». Oui, dans le sens où Batteux, il va leur dire « éclatez-vous les gars, je vous fais confiance ». Lui qui habituellement est très méthodique avec ses consignes, ses machins, ses trucs et tout ça, là il leur dit « maintenant c'est votre match ». Pour la petite histoire, le matin du match, le dimanche matin, bon, il est très anxieux, Aimé Jacquet, il est nerveux, tout ça, etc. Et il est fébrile, il passe la nuit à regarder des vidéos encore des Brésiliens. 4, 5, 6 matchs, comme il le fait assez régulièrement, mais là encore plus. Et qu'est-ce qu'il s'aperçoit ? Il s'aperçoit que les Brésiliens, sur les corners, oublient ou ne veulent pas mettre 2 joueurs au premier poteau, sur les corners. Le matin, à 9h, dans la salle à manger de Clairefontaine, les joueurs sont déjà tous là, assez silencieux, bon, c'est le jour de la finale quand même. Il tapote sur l'épaule à Zidane et quasiment textuellement, il lui dit « Zizou, il y a quelque chose à faire au premier poteau sur les corners. » C'est tout. Pas plus. Il lui dit pas ce qu'il faut faire. 10 heures après, sur le terrain, c'est la seule fois de sa vie que ça y est arrivé, Zidane marque 2 buts de la tête au premier poteau. Un grand joueur, tu lui expliques pas comment jouer. Tu lui dis le petit truc qu'il faut, dont il saura se servir. Autrement dit, comme les grands maîtres, il te dit dans quelle direction tu dois regarder, mais il te dit pas qu'est-ce que tu vas trouver. Et Aimé Jacquet a réussi à retourner la situation. Donc c'est magique, c'est extraordinaire, et ça, c'est vraiment Aimé Jacquet dans tout son professionnalisme. Pas dire grand-chose, mais dire juste. Alors, comment, Lionel, tu définirais les méthodes de travail d'Aimé Jacquet ? Sa signature, en quelque sorte. Dans l'esprit, l'homme Jacquet, c'est la prudence et la gagne. Il n'y a pas de panache, il n'y a pas de recherche d'esthétique, il y a un réalisme, il y a une efficacité, il y a un sens du sacrifice, il y a un sens du travail, du respect des consignes. Il attache une valeur considérable à ces éléments-là. Et tous les joueurs qui sont avec lui font preuve d'une très grande discipline. Parce que son côté méthodique, évidemment, dégage une certaine rigidité, ça c'est vrai, par rapport à un Albert Batteux, par exemple, mais il n'a pas les mêmes joueurs. Et lui, évidemment, il a sélectionné des joueurs dans lesquels il a confiance, qui acceptent et qui respectent la discipline des consignes. Donc la cohérence, c'est un mot qu'il a souvent dans la bouche d'ailleurs. Il faut être cohérent, il disait ça avec son accent à lui, il faut être cohérent, qu'il disait. Cohérent, les gars. Eh bien, merci Lionel pour ce portrait, une fois de plus passionnant. Merci aussi pour l'imitation. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine avec un entraîneur tout droit sorti d'Espagne. Et je rappelle évidemment la parution de ton livre. Ils ont garé le bus devant le but. Pourtant, on a réussi à marquer, publié chez ESF Sciences Humaines. Enfin, merci à vous, chers auditeurs, d'être au rendez-vous, comme chaque semaine. Ça vous a plu ? Alors abonnez-vous pour ne rater aucun portrait de ces entraîneurs mythiques qui ont façonné le football. À bientôt!